Putain, je me suis battu sans déconner. Hey yo, cher public, je vous en prie, installez-vous confortablement dans votre siège quel qu'il soit. J'ai une lumière dégueulasse, le ciel a une couleur inhabituelle aujourd'hui. Ça ne va pas m'empêcher de vous parler d'une de mes séries de bande dessinée préférées, celle avec laquelle j'ai grandi et celle que je lis encore aujourd'hui. Je vais vous parler aujourd'hui des légendaires. Ouais, c'est tout cela. Donc les légendaires, et c'est tout ça. Quoi? Vous avez jamais lu de bande dessinée? Enfin bref, les légendaires donc, 23 tomes de pure aventure. Si je devais faire une recommandation BD aujourd'hui, ça serait cette série qui a démarré maintenant milieu 2004, à peu de choses près. C'est une série qui est assez vieille, hein, elle va fêter ses 16 ans dans pas longtemps. C'est une bande dessinée donc voilà que j'ai appréciée en long en large, mais forcément comme tout fan qui se respecte, il y a des choses que malheureusement dans tout ça, ça ne marche pas, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors bien entendu, les différents problèmes que je vais regarder à l'intérieur de ces bandes dessinées sont des problèmes que j'ai ressentis. C'est un avis personnel, donc si vous veniez à avoir le vôtre plus étayé, voire inverse, eh bien l'espace commentaire est là, donc je vous en prie, faites-vous plaisir. Ça me ferait super plaisir de pouvoir discuter avec vous, notamment voilà, sur une œuvre qu'on apprécie, de moi à vous, donc faites-vous plaisir. Aujourd'hui, on démarre avec les légendaires, tome 1, La Pierre de Jovenia. Alors, que ça soit vis-à-vis d'ailleurs de ce tome-là, ou vis-à-vis peut-être des autres de tout le cycle 1, il n'y a pas vraiment de problème de scénario. Ou en tout cas, pas vraiment en termes d'histoire, ou de quoi que ce soit d'autre. Du coup, on va plutôt parler de problèmes techniques. Enfin, de problèmes techniques. Des petites incohérences, des petits moments qui te font tiquer. Ce genre de moment d'irréalisme où tu te poses 2-3 secondes devant ta case et... Donc forcément, ce genre de petits moments que j'ai regardé un petit peu en diagonale pour une bonne vidéo détente, sympathique à l'ancienne, ça me fait un petit peu de contenu sur la chaîne. On commence tout de suite. La première réelle incohérence que j'ai croisée à l'intérieur de ce tome-là, ça a été avec l'introduction du personnage de Jadina, qui est introduite avec Sekassi. Dans Sekassi, on peut l'avoir tiré une boule de feu. Alors, ça vous paraît être un détail à la con, mais cette incohérence prend vraiment toute sa substance à partir du moment où on se concentre un peu plus sur la suite de l'histoire. Notamment vis-à-vis du type de magie que Jadina est capable d'utiliser. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, Jadina est une ancienne princesse, une princesse magicienne. Elle est capable, en tant que telle, de pouvoir maîtriser une certaine forme de magie, notamment grâce à son sceptre, qui s'appelle le bâton aigle. Cette magie, elle porte un nom, c'est la magie de Jade, qui est issue d'un arbre qui se trouve à Orchidia, qui se nomme donc l'arbre de Gamera. Et cette magie de Jade, donc, on apprend, que ce soit plus tard dans les récits, ou même beaucoup plus tard dans les autres cycles, on apprend que c'est une magie vraiment particulière, tout à fait détachée des autres formes de magie qu'on peut voir à l'intérieur de la bande dessinée. Et donc, ça me paraît étrange, justement, que vis-à-vis de ce qui est installé plus tard dans la série, vis-à-vis de cette magie de Jade, qu'on retrouve une Jadina capable de tirer des boules de feu. C'est pas le même type de magie, qu'elle n'utilisera plus jamais. C'est dommage. Deuxième problème que j'ai croisé à l'intérieur de la BD, et là c'est vraiment un problème à la con, c'est vis-à-vis de la sécurité pénitentiaire de Rimar. L'introduction du personnage de Razia se fait notamment avec, d'abord l'introduction de Matassa, qui est une ville particulière se trouvant à Rimar. Et il y a une prison là-bas. Une prison dans laquelle le personnage de Razia est détenu. Les gardes laissent approcher deux personnes encapuchonnées, clairement en train de dissimuler quelque chose, armées qui plus est, à rentrer dans une prison sans décliner une quelconque forme d'identité, quelle qu'elle puisse être. Ça m'a fait rire. Le troisième problème dont je vais vous parler là maintenant tout de suite n'est pas spécialement un problème de la bande dessinée en elle-même, mais plutôt un problème de l'heroic fantasy. En général, c'est ni plus ni moins les épées dans le dos. Alors les épées dans le dos, je suis sûr que vous êtes tous en train de vous dire « Ouais, c'est complètement con, on n'arrive pas à la sortir, c'est complètement à la ramasse. » Alors, oui
non. Disons que à partir du moment où vous avez un fourreau spécial, en tout cas que vous arrivez à bidouiller quelque chose pour pouvoir faire en sorte que votre épée tienne dans le dos, ce n'est pas si déconnant que ça de poser son épée dans le dos. Parce que à partir du moment où elle est à la hanche, elle peut traîner sur le sol quand vous vous baissez, si vous vous retrouvez dans l'eau, elle pourrait se mettre à rouiller. Pas mal de problèmes qui, si finalement elle est entreposée dans le dos, ne sont plus. Vous pouvez toujours vous accroupir sans que l'épée ne racle le sol. Si vous vous retrouvez à l'intérieur, je sais pas, d'un marais avec de l'eau jusqu'à la taille, votre épée est relativement bien protégée. Donc c'est pas si déconnant de ça de poser son épée dans le dos. C'est juste que c'est quasiment impossible à sortir. Vous avez clairement pas assez d'amplitude avec votre bras. Même moi, là ici, j'ai clairement pas une taille de lame à pouvoir ranger dans un fourreau. Donc ça nécessiterait de bidouiller un peu le fourreau pour pouvoir réussir à rentrer l'épée légèrement en biais afin de pouvoir la faire ensuite rentrer dans le fourreau un petit peu de manière oblique. Et là, le personnage de Danaël, à la page 17, sans aucun fourreau particulier, ni même certaines techniques, est capable, ni plus ni moins, de pouvoir sortir l'épée de son fourreau alors que celui-ci a été jeté dans son dos pour la frime. Heureusement que Calandre lui apprend plus tard qu'une épée ça se met à la taille et pas dans le dos, parce que ça aurait été bien difficile pour aller se battre. Après, oui, c'est la classe, faut le dire. Et enfin, le dernier problème que j'ai à vous soumettre dans ce tome 1, c'est la boucle est bouclée, encore la magie de Jadina qui fait n'importe quoi. Décidément, c'est une magie qui n'est pas constante, hein, la magie de Jade. On la voit dans une case terrasser un poulport géant en lui attirant la foudre dessus. Alors, c'est un éclair magique, hein, et ce n'est absolument pas de la vraie foudre, mais cet éclair magique, visiblement, se comporte comme de l'électricité. Alors, on apprend bien plus tard qu'en effet, la magie de Jade, telle qu'elle est justement projetée, ressemblerait visiblement à une certaine électricité magique. Alors déjà que ça me tique que cette énergie déjà soit pas de couleur verte alors que c'est la particularité de la magie de Jade, mais qu'en plus cette énergie se comporte comme de l'électricité, alors qu'on apprend que vis-à-vis de cette énergie là, ça se comporte comme n'importe quel rayon d'énergie. Enfin bon, après c'est peut-être une capacité de la magie de Jade, hein, après tout on ne la voit qu'une fois et puis on revoit plus ça dans toute la série, donc peut-être une capacité en scénarium qui est arrivée au bon moment, on va dire ça comme ça. Oui, oui, cher public, vous avez bien lu, je vais vous parler de ces deux tomes-là en même temps, puisqu'il y a un seul et unique problème qui les relie, c'est la propension que Shimi a à plonger tête la première. Alors vous allez me dire, ouais, enfin, Brasio, enfin, c'est un détail à la con, ça, elle plonge la tête la première si elle veut. Alors, oui, elle plonge la tête la première si elle veut, mais dans un premier cas, c'est particulièrement dangereux, et dans un deuxième cas, c'est un fort raccord. On va commencer par le tome 2. Dans le tome 2, les légendaires se retrouvent piégés par des créatures magiques, les haricots. Ils finissent finalement par s'enfuir et dans leur fuite, ils se retrouvent confrontés à un gouffre, à un précipice. Une espèce de canyon en fait qui comporte en contrebas, peut-être à une vingtaine de mètres en profondeur, une espèce de petit ruisseau dans lequel Danaël propose de se jeter joyeusement. Griff refuse, et j'avoue que j'aurais fait pareil. Cependant, alors que Griff et Danaël se disputent, Shimi prend l'initiative de jeter dans le ruisseau. Très courageux de sa part. Sauf que... Alors je vous pose un petit peu le contexte. Imaginez, vous êtes une gamine d'un mètre 20, à peu de choses près, peut-être même 1m30, plutôt en bonne santé. On va imaginer que vous pesez à peu près une trentaine de kilos. Vous allez vous jeter dans le vide et vous allez faire 20 mètres de chute en accélération, principe de la gravité, et retomber dans une espèce de filet d'eau dont on ne sait d'ailleurs pas la profondeur. Tous ceux qui sont scientifiques là et qui ont une calculette entre les mains, est-ce que vous pouvez me donner un ordre d'idée de ce que ça représente de chuter de 20 mètres un poids de 30 kg qui atterrit dans de l'eau? À la fin, le poids il pèse pas genre facilement 300 kg, un truc dans ce goût-là? Est-ce que vous pensez sérieusement que c'est une bonne idée de présenter votre tête au point d'impact? Je pense que c'est pas la chose la plus agréable qui puisse vous arriver.
Je pense que Shimi n'aurait pas survécu à cette chute. Et là maintenant on va passer au tome 3. Alors, votre réaction telle quelle, je peux la sentir d'ici, c'est « Mais Brasio, qu'est-ce que tu nous racontes là? Il n'y a absolument personne qui ne se jette d'en haut d'un gouffre. Peut-être la première. C'est quoi ton fort raccord à la con ?» Eh bien c'est extrêmement simple. Le fort raccord se situe alors que les légendaires et les fabuleux, donc, rentrent dans le monde elfique. Quand ils rentrent dans le monde elfique, ils se retrouvent au milieu d'une bataille navale avec un navire elfique et un escadron volant piloté par les Piranhis. Ce sont des ennemis de longue date. Shimi s'attache une corde au niveau de la taille et se jette du navire tête première, on suppose pour plonger dans l'eau, remonter et ensuite envoyer une attaque élémentaire. Ce qu'elle fait par ailleurs. Elle descend, s'attache à la coque du navire, en tout cas atterrit pied sur la coque du navire, prend son bras, le rentre dans l'eau pour envoyer une attaque élémentaire en direction des Piranhis. À quoi ça t'a servi de plonger tête première si de toute façon c'était pied qui atterrit sur la coque? Mais Brasio, tu sais plus compter ou après le tome 3, il y a bien un tome 4, il y a bien un tome 5, il y a bien un tome 6. Oui, il y a bien un tome 4 et il y a bien un tome 6, hein, on n'est pas dans Gaston Lagaffe où il n'y a pas de tome 5. Non, là en effet, il y a un tome 4, un tome 5, un tome 6. Alors, je n'ai rien trouvé dans le tome 4, à proprement parler. Franchement, il est bien. Là, c'est la fin du diptyque, il est très bon. Le tome 5 et le tome 6, bon, alors... c'est pas une incohérence à proprement parler, c'est juste que, aussi incroyable que ça puisse paraître, malgré le bordel que ça représente, parce que c'est un voyage dans le temps, et on sait tous que les voyages dans le temps c'est une excellente idée dans les films et les séries, alors, autant c'est clairement ce que je préfère le moins, mais en fait, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Non, sérieusement, c'est même pas pour déconner, il n'y a pas vraiment de problème. J'ai regardé ce que ça pouvait donner. Alors, j'aurais pu me... Enfin, je me suis posé la question à un moment, comment ça se fait que le capitaine Cederum était au courant pour la temporelle. Mais au final, on apprend que c'est en lisant les notes de Darkel. Donc jusque-là, bon, c'est parfaitement normal. Et puis, bon, la résolution du diptyque... comment ça se fait que Alan, du coup, ne se retrouve pas alors que justement les fragments du passé ont été remis à leur place? C'est surtout une intrigue temporelle, je suis clairement pas assez doué pour en parler. C'est un bordel monstre, les épopées temporelles, tout ça, c'est clairement pas une bonne chose. Je ne parle absolument pas de la série audio, non, c'est juste que voilà, les voyages dans le temps, c'est rarement une bonne idée. Sobral l'a essayé, il s'en est plutôt bien tiré, mais hélas, c'est un non. Par contre, dans le tome 7, les légendaires tome 7, Aube et Crépuscule. Alors, dans ce tome-là, je vais vous placer un petit peu de contexte. Les légendaires se font aborder par deux des divinités créatrices du monde d'Alysia, le monde dans lequel ils se trouvent. Aube et Crépuscule. Ces deux dieux les chargent de retrouver un artefact divin, donné par Misery, qui est un autre dieu, la corne de Sigma. Cette corne-là se trouve dans la cité des Jaguarians, qui est une cité, alors les Jaguarians, la race notamment de griffes, est une cité donc qui est cachée de tous dans les montagnes de Lovina. Sous quoi, si ils ne retrouvent pas la corne dans les 72 heures, je crois, ouais c'est ça, les 72 heures, s'ils ne la retrouvent pas dans les 72 heures, Aube et Crépuscule détruisent Alysia pour de bon. Ils sont un petit peu pressés donc. Et à l'intérieur de ce tome-là, ils seront rejoints par un autre protagoniste, Shunde, qui se trouve être une espèce de ninja, d'une école de ninja. Bon, bah écoutez, très bien. Hein. Et donc, elle joint les légendaires, et à un moment, elle s'entraîne au combat contre Danael. C'est une scène qui est particulièrement intéressante, puisque c'est là où on voit quand même une certaine alchimie entre les personnages se développer, notamment avec cet inconnu qui là se pointe de nulle part. Sauf que, il y a une scène d'entraînement où Shunde s'entraîne avec Danael. Elle avec son tanto et Danael avec son épée. Danael a une épée indestructible. Jusque-là, il n'y a absolument aucun problème. Après tout, c'est une épée magique. Elle peut très bien avoir l'entière capacité de pouvoir se régénérer elle-même, ou etc. Il y a juste besoin peut-être de l'affûter de temps en temps, mais ça devrait bien se passer. Shunde ne possède qu'un simple tanto. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un tanto, c'est une espèce de petit poignard japonais. Et ce tanto, je doute qu'il ait les mêmes propriétés indestructibles que l'épée de Danael. Donc,
C'est pas que ça m'emmerde de les voir se battre avec leurs propres armes et qui est donc Shundai se retrouve avec un Tanto complètement émoussé par une lame qui est très probablement 5 à 10 fois plus solide que son Tanto, mais si ça me gêne. Si vous voulez vous entraîner, prenez des armes en bois. Prenez quelque chose qui ne s'abîme pas. Prenez quelque chose qui vous permet de pouvoir vérifier vos postures et être correctement à l'aise dans vos déplacements ou quoi que ce soit. Et surtout ne pas vous blesser. Vous entraîner à l'arme blanche comme ça, à fourreau découvert, me paraît pas du tout être une bonne idée. Après, ça donne une scène particulièrement stylée où Danael réussit à désarmer Shundai dans un moment d'inattention. Cependant, je doute que le Tanto soit en très bon état à la fin. Ou alors elle a intérêt à sérieusement l'aiguiser, parce que pour moi, il doit être dans un sale état. Un autre problème dans la BD, c'est avec les mercenaires. Alors, ces mercenaires, ce sont des trafiquants de monts-slaves. Monts-slaves, qui est en fait un mot valise entre monstre et esclave. Il y a tout un lore derrière. Ces trafiquants de monts-slaves parcourent les montagnes de Lovina à la recherche de Jaguarian, et ils en trouvent un, c'est Griff, mais avec donc les légendaires, etc. Griff qui d'ailleurs a des sérieux problèmes de migraine dans ce tome-là. Et les trafiquants semblent pourvus d'armes à feu. Alors ces armes à feu, ce sont en réalité, ce sont des tromblons, ce sont des mousquets. Mais attends Brasio, ce sont des tromblons ou des mousquets? Je sais pas, vous de me le dire. La forme générale des fusils montre clairement des tromblons. Sauf que le principe du tromblon, c'est justement de pouvoir placer beaucoup de munitions à l'intérieur pour qu'elles puissent s'expanser dans un angle le plus large possible, pour couvrir une plus large zone de plomb. Le souci, c'est que forcément, t'as pas beaucoup de portée. Principe, justement, du tromblon, c'est que voilà, ça pète très large, mais ça va pas très loin. Sauf que là, on se rend compte qu'ils sont à plusieurs mètres de distance de là où les légendaires se cachent, et que les tirs sont relativement précis. On ne voit finalement qu'un plomb partir et exploser, notamment sur un mur ou dans le bouclier de Jadina, le sort de Protesio. Clairement, ils ne se servent pas de tromblons, mais de mousquets. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont des canons aussi ouverts? Ça sert absolument à rien, vous serez absolument pas précis avec. Votre bille, elle va partir n'importe où. Déjà que les mousquets, c'est pas très précis de base, mais alors là, mais vous allez rien toucher les mecs. Ensuite, plus tard, après justement cette histoire avec les mercenaires, les légendaires se retrouvent à l'intérieur d'une caverne. Dans cette caverne, Griff se réveille, il venait de perdre connaissance, puis il se met à avoir un mot de tête absolument terrible et se met à courir en direction des montagnes de Lovina, de rage, de fureur et de confusion. Les légendaires se rendent donc à l'extérieur alors qu'une tempête de neige fait rage en pleine nuit, et ils se font atteindre par des milksharks, qui sont des espèces d'hybrides entre des requins et des araignées. Ces créatures-là les prennent en embuscade, et Razia, qui alors est en train de porter notamment Shimi, il me semble, non, pas Shimi, qui porte, il me semble, Danae, je crois, qui a été blessé, eh bien, il donne son épée à Shundai, qui l'accompagne. Shundai se plaint du poids de son épée, qui dit « Putain, la vache, elle pèse une tonne !» Et donc, c'est la vanne, on est bien, on rigole. Razia se met alors à dire « À peine 50 kilos, de quoi te plains-tu » Une épée qui pèse un peu moins de 50 kilos. Alors même en partant du principe que Razia déconne, ça voudrait dire que son épée fait quoi, 45 kilos? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça fait, 45 kilos? Si l'épée venait à faire à peu près une quarantaine de kilos, il faudrait que vous-même, vous ayez un poids supérieur à une centaine de kilos pour pouvoir la manier correctement. Et là, je ne parle même pas de super force. Razia possède de la super force. Ça a été donné, et c'est particulièrement classe. Cependant, une épée qui ferait 45 kilos, 40 kilos, on va vraiment arrondir, nécessiterait quand même que vous soyez tellement ancré dans le sol pour pas que votre épée vous embarque. Quand vous allez la projeter sur votre ennemi, ou même simplement quand vous allez essayer de planter, bon là en l'occurrence le Léviathan, le sabre de Razia, est un sabre, il n'y a qu'un seul tranchant, tu coupes avec, tu plantes pas. Donc là, si tu venais à faire un grand smash comme ça, directement sur ton ennemi, le poids de l'épée serait suffisant pour te faire décoller du sol, et ça pourrait être sympathique, puisque du coup tu fais
Bah, front flip, tu ramènes ton épée et tu la ramènes en avant. Ça se fait notamment dans Shadow Fight 2 avec Titan. L'épée doit peser, genre, maximum peut-être 3 kilos. Et encore, je suis gentil. C'est vraiment parce que c'est un sabre qui est lourd. Non, une quarantaine de kilos pour une épée, c'est niette. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur tout ce qui est armes blanches, je vous recommande énormément la chaîne de Chat Diversity. Je vous la mettrai dans la description. Et enfin, la dernière. Là, par contre, c'est vraiment un problème de scénario, pour le coup. C'est le retour des dieux Aube et Crépuscule à la fin de la bande dessinée. Alors, que ça soit vis-à-vis du tome 7, alors d'ailleurs je pense que je l'ai mis dans le tome 7 un petit peu comme un con, alors qu'en réalité c'était dans le tome 8. À la fin justement du tome 8, les dieux Aube et Crépuscule reviennent. Ça y est, les légendaires ont trouvé la corne de Sigma, ils sont à la cité des Jaguarians. Les dieux Aube et Crépuscule arrivent, les légendaires, faites votre vœu. Vous devez arrêter l'effet Jovenia. L'effet Jovenia qui est l'effet dans la bande dessinée qui a rajeuni tous les personnages. Vous voyez bien que tous sont des gamins. Non, en fait, ont été des adultes, mais ils ont été rajeunis par l'effet Jovenia. Eh bien, les dieux Aube et Crépuscule leur dit, faites cesser l'effet Jovenia, faites votre vœu, en sacrifiant la cité des Jaguarians, qui donc se retrouverait en pleine lumière, puisque le principe de la corne de Sigma, à cet instant précis, c'est d'avoir réalisé un vœu, celui de protéger Jaguaris, la cité des Jaguarians, de toute attaque ou même présence extérieure. Ce qui signifie que même si tu étais sur le point pile de Jaguaris, tu ne verrais que des montagnes. Il n'y aurait pas de Jaguaris. C'est une zone complètement à part. Donc, le fait de faire un autre vœu avec la corne de Sigma annulerait le précédent et du coup, soumettrait Jaguaris, ni plus ni moins à la merci des trafiquants de Montslav qui débarqueront un jour peut-être à force de pérégriner dans les montagnes de Lovina. Sauf que, retournement de situation, Skroa qui est un Galina, c'est une sorte de démon qui a l'apparence, j'allais dire d'une harpie, mais c'est vraiment une tête de piaf avec un corps plus ou moins humanoïde, mais avec des attributs très oiseaux, très aviants. Skroa a, dans le tome 2, récupéré une autre pierre, car l'effet Jovenia, qui a rajeuni les gens, provenait d'une pierre, la pierre de Jovenia, qui est une des 6 pierres créatrices du monde d'Elysia. Parmi ces 6 pierres, il en a une autre, la pierre de Crécia. La pierre de Crécia a la capacité d'annuler les effets. C'est une sorte de CTRL Z pour la magie divine. Cette pierre de Crécia, Skroa a habilement réussi à la voler au gardien, alors que Danael venait de réussir les épreuves de ce dernier. Ce qui fait que, une fois arrivé à Jaguaris, et que Skroa arrive pour prendre la corne de Sigma pour son propre intérêt, se fait rétamer la tronche par Griff et donc recrache la pierre de Jovenia qu'il venait d'avaler. Quoi de mieux pour la planquer que dans son estomac. Griff réussit à lui faire recracher la pierre de Crécia, et tandis que Razia reprend la pierre de Crécia pour pouvoir dire aux dieux « ça ne sert plus à rien d'utiliser la corne, nous avons la pierre ». Aube récupère la pierre et la fait disparaître. Il y a eu tout un discours, pendant un temps, où les dieux se sont plaints de la manière dont les humains, et même les autres, ont géré leur monde, puisque l'accident Jovenia, une cité en pagaille, les dieux sont clairement pas contents du monde, de l'état du monde dans lequel il est. Alors, il y a toute une thématique ensuite derrière, puisque Griff ensuite se relève un petit peu et fout une putain de tarte dans la gueule à Crépuscule, ce qui est particulièrement stylé. C'est un moment qui est très fort. Sauf que, si le but c'était quand même d'annuler l'effet Jovenia, est-ce que ça aurait pas été gentil de nous laisser utiliser la pierre du coup? Ça faisait pas partie de notre arrangement, c'est vrai. Mais puisque vous vouliez qu'on répare nos erreurs, la pierre de Crécia, c'est pas à ça qu'elle sert, justement? Ça viendrait peut-être à l'idée de personne, non? De se dire que ça aurait été une bonne idée de s'en servir. C'est justement la corne de Sigma, et elle sert justement pour Jaguaris. Ça tombe bien, on a une pierre de Crécia, là. Vous voulez pas qu'on serve plutôt de cette pierre, plutôt que d'utiliser la corne, sans déconner? Bon, au final, un discours sur l'amitié et sur la maturité, et Aube et Crépuscule quittent ce monde. Sans rendre la pierre de Crécia. Ils se sont barrés. En laissant le monde tel qu'il est. Alors qu'ils viennent d'enlever, justement,
la possibilité de réparer les erreurs du passé. Voilà, voilà. Enfin bref, on en a fini avec le cycle 1 des légendaires, cher public. J'espère que ça vous aura plu. Moi, personnellement, je me serais bien amusé à reprendre l'intégralité de l'histoire et à chercher vraiment les petits détails, vraiment les petits trucs qui changent. Si vous avez d'autres petites incohérences à partager en commentaire, c'est maintenant ou jamais. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Je vous souhaite à tous une bonne lecture et on se retrouvera pour une deuxième vidéo où nous allons parler plus en avant, cette fois-ci cher public, du cycle d'Anatos. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. La bise tout le monde. Ciao ciao.